Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. Nous continuons notre série d'enregistrements avec Didier Boulevin qui est en face de moi. Hello. Vous l'avez compris, on va encore et toujours vous parler dans cette série du compostage, du tri des déchets. Et dans cet épisode, on l'avait promis, on va parler du vermicompost. Alors, je me rappelle d'un épisode où on parlait du compost collectif, où tu avais justement fait une petite nuance sur la terminologie des mots qu'on utilise, enfin des termes qu'on utilise. Oui, tout à fait et on ne sait pas pourquoi, mais en France, on utilise le terme de lombricompost, ce qui est complètement faux. Parce qu'en fait, il y a principalement 3 types de vers, mais ici, il est question de 2. Donc il y a les lombrics, mais les lombrics sont des vers de terre et donc ils vivent et se nourrissent dans la terre en tant que telle et pas dans nos aliments. Donc ici, ce sont les vers qu'on appelle Eisenia, qui sont des vers à compost et qui sont des vers ils sont différents. Les lombrics sont gris, les vers à compost sont rouges et donc en fait, quand on dit lombricompost, c'est pas juste parce qu'en fait, si on met des lombrics dans son compost, ils vont pas survivre parce qu'ils n'auront pas ce qu'il leur faut pour vivre ni Et pour donc ça ne manger. marchera pas. Donc on dit vermicompost, en tout cas en Belgique, c'est le terme qui est le plus correct. On va parler du vermicompost et on va commencer par la base. Quel matériel faut-il acheter et en quelle proportion pour quelle taille de famille? Oui, et mais d'ailleurs, avant de se poser la question de savoir quel matériel, on va dire: «Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça convient à mon mode de vie et à ma famille?» Moi, j'aurais pensé que ça peut convenir à tout le monde, un vermicompost. Là, tu me Alors, surprends. oui et non, ça va être principalement en fait, la variable, on va dire, c'est principalement la taille du foyer, donc la taille de la famille. Les vermicomposts qu'on achète, entre guillemets, ont une certaine taille et ils vont convenir pour, par exemple, jusqu'à 3 personnes. Mais au-dessus de 3 personnes, on va produire trop de déchets, organiques et donc les vers ne sauront pas suivre par rapport à la taille du vermicompost. Donc c'est pas comme un bac qu'on construit soi-même au jardin où on peut donner la taille qu'on veut. Le vermicompost, en général, on l'achète soi-même, bien qu'on peut le fabriquer aussi. On va en discuter plus tard et du coup, en fait, ça jusqu'à 3 personnes, c'est bien. Au-delà, bof bof. C'est pas forcément pertinent que tout le monde en ait un, mais est-ce qu'on peut imaginer que même moi qui ai un compost de jardin et une grande surface de jardin derrière ma maison, est-ce que ce serait inconcevable de se dire ben, je fais un vermicompost dans ma cuisine? Question de facilité, de ne pas faire trop de trajets vers le compost qui est au fond du jardin en hiver ou des choses comme ça, et qui finalement se retrouve être une étape préliminaire à quand il est plein, je vais le vider dans le vrai compost après, ou ça n'a pas de sens. Oui, non, tout à fait, c'est bien. On peut tout à fait avoir 2 types, de On peut être compost chez soi créatif. si on est motivé et tout. Ce qui est chouette aussi quand on a des enfants, c'est que le vermicompost, c'est super ludique, parce qu'on voit vraiment les différents stades de décomposition, on voit les vers qui travaillent et cetera. Donc, en général, les enfants d'abord, ils sont là: «Hein, des vers» et en fait, dès qu'on ouvre et qu'on met un verre sur la main, ils sont là: «Ah waouh, trop cool, il bouge et tout» et ils comprennent et donc ils sont super intéressés. Donc oui, bien sûr, on peut avoir un vermicompost à l'intérieur et avoir un compost dans son jardin, c'est pas du tout exclusif, donc why not? Par contre, je réponds sur ce que tu disais, une fois que le compost est prêt dans le vermicompost. On va pas alors le mettre dans les bacs à compost du jardin, mais C'est là où il n'y a pas de voilà, sens. le compost est prêt à être utilisé en fait, donc soit on l'utilise tout de suite, ou alors on le met dans son bac de stockage du compost, mais pas dans le compost qui est en train d'être en cours de maturation, quoi. Parfois, les gens mettent la terre, par exemple, ils ont une plante, la plante meurt ou bref, ils ont le pot qui est rempli de terre et les gens vont avoir le réflexe de mettre ça au compost. Mais en fait, c'est contre-productif parce que la terre, c'est déjà une matière qui est compostée. Ça n'a pas vraiment de sens de mettre ça au compost parce que cette matière ne doit pas être décomposée par les éléments, par les micro-organismes. Et en fait, je donne toujours l'analogie, c'est un peu de dire comme si tu jetais des cendres dans le feu pour les recycler, ça n'a pas vraiment de sens. Tu peux utiliser la matière en tant que telle, même les cendres d'ailleurs, tu peux utiliser comme engrais. Quand tu as de la terre, ben, stocke la terre tout simplement, tu la mets dans un bac et tu peux la laisser même à l'extérieur sans souci, il peut pleuvoir dessus. Mais garde cette terre, il faut pas aller la mettre au compost puisqu'elle est déjà prête à être réutilisée en fait. Parfait. Alors là maintenant, on a parlé de la pertinence d'avoir un vermicompost ou pas. Ajoutons aussi, en plus, de la taille du foyer ou en tout cas de la famille, le vermicompost, on va idéalement le garder à l'intérieur. Parce que le vermicompost, c'est comme on le disait, d'abord on a les composts de quartier, c'est très simple, on amène juste ses déchets. Le compost au jardin, on doit déjà s'en occuper un petit peu plus. Le vermicompost, c'est vraiment quelque chose qui nécessite un peu d'attention, pas forcément au quotidien, mais on va dire, il faut y faire attention au moins 2 fois par semaine et c'est vraiment tout un écosystème dont on est responsable quelque part, qui fonctionne très bien, mais il faut quand même en prendre soin. Alors ça veut dire qu'on peut pas le mettre non plus dehors sur sa terrasse si on a une petite terrasse? Alors, on peut le faire, mais pas en plein soleil et pas quand il gèle. Donc en fait, les vers, c'est des animaux à sang froid et il faut savoir qu'ils sont dans leur zone de confort à peu près comme nous, c'est-à-dire quand il fait 20 degrés, et là, super, ils sont super efficaces et ils travaillent bien. Au plus la température refroidit, au plus ils vont ralentir en fait. Donc ils vont continuer de manger, de se reproduire, etc. Mais au ralenti. Dès qu'il va geler, évidemment, ils vont mourir. Et à contrario, en été, en plein soleil, au-dessus de 30 degrés, ils vont mourir. Donc il faut vraiment se dire ils ont le même confort que nous, donc si nous on va dehors et qu'il fait froid, ben les vers auront froid aussi et du coup ils seront moins productifs et s'il fait trop chaud, ils risquent de mourir.
L'idéal, c'est d'avoir vraiment une température de 20 degrés ou 15, 20, 25, peu importe, mais autour de 20 degrés et une température, constante, c'est l'idéal. Donc si vous avez un garage ou une cave et qu'il fait 15 degrés, ça, c'est vraiment parfait. Vous pouvez le laisser dehors en été sans souci, mais alors à l'abri du soleil et il faut vérifier que ça chauffe pas trop et par contre en hiver, surtout pas s'il gèle, quoi, ça c'est sûr. N'oublions pas qu'on a avec nous des êtres vivants dans la cuisine et qu'il ne s'agit pas d'être des tortionnaires d'animaux, quelle que soit leur forme, leur taille ou leur apparence. C'est vrai et en fait, je reprends ce que me disait Benoît à la formation. Il insiste aussi quand les gens disent: «Ah super, je vais mettre un vermicompost à la maison», mais ils réalisent pas toujours qu'un v dans vermicompost, il y a vers, donc il faut s'en occuper un peu et en fait, il faut vraiment voir ça quelque part comme un élevage de vers, en fait. Donc c'est bien, ils vont recycler nos déchets, mais avant tout, en effet, c'est une population de vers dont on doit prendre soin, mais aussi tout simplement parce que en fait, il s'appelle, si le nom scientifique complet, c'est Eisenia foetida et pourquoi est-ce qu'il s'appelle foetida? C'est parce que quand il meurt, ça schlingue vraiment, quoi. Fétide, Donc on n'a pas envie d'accord. qu'il meure dans notre cuisine parce que là, c'est vraiment là où on va avoir des odeurs. Alors que quand l'équilibre est bon, franchement, ça sent pas du tout. Les gens ont souvent Alors là, tu peur. anticipes une réponse à une Exactement. question, c'est Souvent, les odeurs. les gens se disent: «Mais non, moi, je peux pas garder ça, dans ma cuisine ou, dans mon salon parce que, ça pue, quoi, le compost» et alors, quand on est en stand et qu'on a la chance d'avoir une vermicompostière en activité qu'on peut montrer aux gens, ben on ouvre le couvercle et on leur dit: «OK, mettez votre nez dedans». Ils mettent le nez dedans et souvent, ils disent: «Ah ben non, ça Il n'y a sent pas rien». d'odeur. Au pire, ça sent un petit peu le saubois qui est une odeur pas désagréable, un peu humide comme ça, mais c'est pas du tout une odeur qui est désagréable. Il peut arriver que le vermicompost ait une odeur, mais alors ça va être le symptôme d'un déséquilibre et ça, on va en reparler après. Il y a éventuellement des choses qu'on peut ajuster et évidemment, ça, on va essayer d'éviter, pas seulement parce qu'on veut pas avoir l'odeur, mais parce que l'odeur va attirer notamment les mouches. Clairement, quand on est à l'intérieur, on veut vraiment les éviter. N'allons pas trop vite, Didier, parce que une chose qui m'a moi interpellé directement quand j'ai vu la première fois un vermicompost, c'est que j'étais surpris de voir qu'en fait il y a des étages. Alors tous les composts dont on a parlé pour l'instant, c'est un grand bac. Il n'y a pas d'étage, si je peux dire. Les étages se font naturellement par le stade de décomposition. En fait, il y a des étages, mais ils sont pas physiquement séparés. Dans le vermicompost, là, c'est tout à fait différent. Alors il y a deux questions qui vont se poser. Combien d'étages il y a, à quoi ça sert et pourquoi? Et la deuxième question qui va se poser, ben, où est-ce que je m'achète un tel matériel? Donc en effet, dans l'ensemble des solutions de vermicompostage qui sont disponibles sur le marché, il y en a qui ont différentes formes et tailles, mais on va toujours retrouver ces 3 étages, en fait, qui correspondent aux 3 étapes de décomposition dont on a parlé dans le podcast précédent. Donc il y a le bac dans lequel on vient apporter les déchets, ensuite il y a le bac qui est en cours de maturation et le troisième bac en général, c'est là où le compost est prêt à être récolté. Pour visualiser, en gros, au lieu d'avoir les 3 bacs de compost l'un à côté des autres, ici, on va les superposer. Voilà, en gros, c'est ça et le bac le plus frais, donc celui où on apporte les déchets, on va dire au quotidien, est tout en haut et c'est pratique comme ça on n'a qu'à ouvrir le couvercle, mettre les déchets et refermer le couvercle. Deuxième surprise que moi j'ai eue, c'est que du coup, à la fin, ce fameux jus noir du compost qui sort, on peut le récupérer. Exactement, donc en fait, on a les 3 niveaux qui sont perforés. La perforation de ces bacs permet plusieurs choses. Déjà, l'aération, ensuite la circulation des vers, comme ça ils peuvent se balader d'un bac à l'autre, et aussi justement que le percolat, donc le jus de compost ou le thé de compost, puisse passer à travers ces bacs. Et donc, en dessous des 3 bacs qui sont donc superposés, il y a un quatrième bac qui est souvent en forme d'entonnoir et idéalement avec un petit robinet tout en bas qui permet de récupérer l'engrais, donc le thé de compost, qu'on va pouvoir utiliser vraiment dans toutes les plantes, à Pur? l'intérieur comme à l'extérieur. Non, surtout pas pur parce que c'est Alors un engrais voilà, qui est ça très c'est très important. puissant et donc on va le Faut le diluer 10 diluer. fois. Voilà. 10 fois, 10 On fois va avec de l'eau. le diluer 10 fois avec de l'eau et du coup, le jus dilué qui sera prêt à être utilisé, on peut l'utiliser vraiment au quotidien dans toutes les plantes, que ce soit des plantes d'ornement, des fleurs, que dans le potager par exemple. Il y a juste une exception, c'est, les orchidées parce que cet engrais est trop puissant justement et ça peut brûler les racines. Donc on va éviter les orchidées, mais pour tout le reste, il y a aucun souci. Alors, contrairement aux engrais chimiques qu'on achète au magasin, c'est hors de danger pour un enfant qui mettrait, un doigt à la bouche avec ce produit. Oui, bon, il faut pas le boire non plus Non, parce non, que ça on est sera déjà ça d'accord. sera pas très bon, Non, mais mais je bon, voulais c'est marquer le pas coup toxique qu'entre le quoi. produit Oui, chimique oui, du bien sûr. magasin où on peut devoir appeler le centre antipoison et ça, il y a une grosse Ouais, ouais, différence, quoi. tout à fait. Une question parallèle du coup, c'est, bah, forcément mon compost de jardin, je peux le fabriquer moi-même. Le compost collectif aussi. Le vermicompost, ça va être un peu plus, chaud. Est-ce qu'on peut faire son vermicompost soi-même? Oui, on peut Ah le bon? faire et il y a différentes techniques. Alors il faut pas que ça soit hermétique puisque, ce qui est important, c'est aussi d'avoir une aération, donc il faut qu'il y ait de l'air qui circule malgré tout, donc ça doit pas être hermétique. On pourrait le fabriquer soi-même, mais pas si on commence en vermicompost parce que ces bacs ont été étudiés et conçus, il y a différentes marques, mais en gros tous les systèmes fonctionnent plus ou moins bien et ils ont été vraiment conçus pour que ça soit pratique, pour que ça puisse être utilisé par des enfants, ce qui veut dire que les bacs s'empilent bien. Si on le bouscule un peu, c'est pas grave, Ça va pas ça va pas tomber, se tout va tomber par renverser et tout terre, ça, voilà, d'accord. exactement. Donc moi, je conseillerais si on démarre en vermicompost, c'est De d'utiliser l'acheter. un de l'acheter ou éventuellement de l'acheter en occasion et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition aussi. Quand on l'achète, il y a des primes communales qui permettent de rembourser parfois jusqu'à 100 comme à 1000 Bruxelles, par exemple. La commune rembourse la facture complète de la vermicompostière qui coûte à peu près le même prix que les silos de jardin dont on a parlé, c'est-à-dire à peu près 75 €. C'est facile et comme ça, on l'achète et c'est prêt à l'emploi et ça va bien fonctionner
Par contre, plus tard, ce qu'on peut faire, une fois qu'on maîtrise bien l'équilibre du vermicompost et cetera, c'est le fabriquer soi-même, du coup, avec des matériaux de récupération. Par exemple, on peut utiliser des seaux de friterie qu'on va perforer et comme ça, ils s'emboîtent aussi bien, c'est assez pratique. Donner la vermicompostière ou la vendre éventuellement qu'on avait utilisée et la donner à quelqu'un d'autre qui va débuter plutôt. Donc ça, c'est chouette Mmh. parce que du coup, c'est de nouveau un peu On fait une cyclique, transmission donc ça, c'est aussi, hein, c'est chouette. sympa entre Mais je citoyens. ouais, mais je conseillerais pas de quand on n'a pas d'expérience en vermicompost, je conseillerais pas de le fabriquer soi-même parce que sinon, voilà, c'est trop de choses nouvelles en même temps. Il faut vraiment utiliser le matériel qui est prêt tel quel pour comprendre, toutes les nuances, pourquoi c'est perforé, pourquoi ça s'emboîte et cetera. Pourquoi il y a un petit robinet en dessous, voilà, donc c'est important d'avoir, cette expérience-là, cette première expérience avant d'en construire un soi-même. Bien que si vous faites une formation chez Worms, que ça soit une formation longue ou une, continue, souvent la formation au vermicompostage est associée d'un atelier où on fabrique ensemble en groupe sa vermicompostière. Mais du coup là, on est Waouh! accompagné, on Ouais. a l'accompagnement de Worms, du formateur qui va dire: «Attention, il faut ne fais pas ça comme erreur» et cetera et du coup, on a «l'expérience» entre On va guillemets d'un utiliser un mot à expert. la mode, on est coaché. Voilà, exactement. Je rappelle que Worms, c'est avant tout de la formation, de la transmission d'informations, mais aussi le réseau de maîtres composteurs. C'est un réseau donc de citoyens et ce sont des citoyens bénévoles à qui n'importe qui peut faire appel pour avoir un conseil. Et donc il y a une Dont carte tu qui fais est partie. dont je fais partie et donc il y a une carte qui est disponible en ligne qui s'appelle le bottin des maîtres composteurs, en tout cas à Bruxelles. Et on peut trouver quelqu'un dans son quartier qui a un peu d'expérience et qui peut venir gratuitement, du coup, entre guillemets, «à domicile» et dire: «OK, j'ai besoin d'aide pour lancer mon vermicompost» ou bien: «Je l'ai lancé, mais il y a un truc bizarre, je comprends pas très bien». Et donc il faut pas hésiter à faire appel à ce réseau de maîtres composteurs, que ce soit pour un vermicompost ou pour un compost au jardin, hein, sans aucun souci et tout ça, c'est de toute façon gratuitement, bénévolement. La troisième chose, moi, qui m'a intrigué quand j'ai vu un vermicompost la première fois, je me suis dit: «Mais les vers, ils viennent d'où?» C'est Et vraiment ça, c'est la question incroyable. classique, hein. Je n'arrive pas à comprendre comment tu arrives à me poser exactement la question de ce que je voulais dire ensuite. On Donc, réfléchit un peu de la même oui, façon, je mais pense. vraiment, donc merci à toi, c'est très facile du coup de pouvoir répondre à tes questions sans devoir moi-même trouver la transition. En effet, quand on fait son compost au jardin, les vers vont venir naturellement, on n'a pas besoin de s'en occuper, on n'a pas besoin d'en apporter. Par contre, quand on fait un vermicompost qui la plupart du temps est en intérieur, beh, forcément les vers ne vont pas venir tout seuls. On a principalement 3 solutions pour amener des verres. La première, c'est de les acheter, même, en ligne. On peut acheter un sachet de verre, on les reçoit par la poste. Bon, OK, voilà, ça a le Attention, mérite vers d'exister. spécifique pour cet usage. Oui, de nouveau, ce ne sont pas des lombrics, ce sont des vers à compost, donc des zinnias. Il faut acheter les bons, en effet, parce que si vous mettez des lombrics dans le compost, ça ne marchera pas. Donc on peut en acheter en ligne, ça fonctionne et c'est très bien, mais c'est un peu dommage parce que de nouveau, on peut les trouver gratuitement. Il y a 2 façons principales de s'en procurer gratuitement. La première, c'est d'aller dans votre compost de quartier. Si vous trouvez la carte des composts de quartier, vous en aurez forcément un près de chez vous. Je pense qu'il y en a 200 à Bruxelles, quelque chose comme ça. Et puis la Belgique, c'est petit, hein, comme pays. Il y Voilà. a pas à rouler 3 heures pour aller chercher Oui, des oui, verres, c'est hein. ça, exactement. Vous pouvez simplement vous présenter, dire: «Je commence mon vernis à la maison, est-ce que je peux prendre des verres dans le compost?» et il y a aucun souci puisque forcément à grande échelle, beh, ils se reproduisent et donc ils sont, «disponibles» entre guillemets et de nouveau ça fait partie aussi de cette espèce d'économie circulaire du compost donc les composts de quartier sont ravis de pouvoir aider quelqu'un et ce qui est chouette, c'est quand on a le contact humain comme ça, c'est que du coup aussi on peut demander directement conseil à la personne, au bénévole qui est sur place pour gérer le compost de quartier et demander: «OK, est-ce que tu as des tips? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire?» et cetera. En termes de quantité, on va dire, il faut savoir qu'un verre, ça pèse à peu près 25 grammes. On va jamais prendre les verres un par un, évidemment. En général, quand on va au compost de quartier, on écarte un petit peu la couche supérieure et on va très vite trouver des zones dans lesquelles ils se plaisent le mieux, puisque quand les déchets sont tout frais, ils sont trop frais que pour être mangés par les vers, donc ils vont être un peu plus profonds, à une quinzaine de centimètres jusqu'à peu près 30 centimètres, quelque chose comme ça. Et là, on va voir directement des vers qui sont ensemble, qui sont en train de manger, de se reproduire, et cetera, qu'on peut prendre avec du coup un peu de compost qui est en cours de maturation, en cours de Qui puissent se décomposition. nourrir pendant le Comme ça trajet, ouais. exactement, et ça fait un peu une base que vous allez pouvoir mettre dans votre vermicompost. En général, quand on va en compost de quartier, on peut prendre par exemple 2 grosses poignées. On les prend dans un petit sac ou dans une boîte. Attention, il vaut mieux, si vous les transportez ou quoi, il faut pas fermer le sac de façon Il faut hermétique ou faire la des trous boîte pour parce aérer. que ça doit respirer ou alors laissez-le ouvert. En général, avec 2 poignées de compost qui est entre guillemets «riche en verre» et vous verrez directement, la proportion, c'est top pour démarrer. Troisième façon, c'est il y a un site internet où on peut s'en procurer, mais là de façon gratuite. Et de nouveau, ce sont des citoyens qui s'inscrivent entre guillemets comme donateurs de verre. Donc une fois que le vermicompost travaille bien, que l'équilibre est bon, les vers vont se reproduire et on peut facilement en prendre pour en donner à son voisin ou à quelqu'un de son quartier. Le site s'appelle plusdevers.fr. C'est pas forcément un site français, mais il est francophone a priori. Ça s'écrit plus, P-L-U-S, ensuite le chiffre 2 et puis vers, V-E-R-S, donc vers au pluriel. Donc plusdevers.fr.
Et là, de nouveau, vous avez une petite carte sur laquelle vous pouvez chercher des donateurs de verre ou au contraire, plus tard, vous inscrire comme donateur. Et ça, de nouveau, ben voilà, c'est citoyen, c'est gratuit, c'est bénévole. On a les conseils qui vont bien. Donc ça, c'est vraiment les 2 initiatives à mettre en avant. C'est vraiment aller chercher ces verres au compost de quartier ou alors sur le site Plus de verre. Ça, c'est vraiment une chouette initiative. Tu as dit bien une différence dans le nom des verres et dans le type de verre, mais cependant, est-ce qu'on peut confondre? Est-ce qu'ils se ressemblent? Les lombrics, ils sont tout gris. Les verres à compost, ils sont rouges. Ils sont pas rouges fluo évidemment, mais quand on les voit côte à côte, on voit vraiment clairement la différence. Bon, ils sont rouges, ils sont roses rouges, mais on voit vraiment une grosse différence. En général, quand on se balade dans la rue et qu'il pleut, tu vois, il y a souvent des vers qui ressortent. En général, ce sont des lombrics qui sortent de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils étouffent un peu dans la terre qui est gorgée d'eau, donc ils savent pas respirer, donc ils ont besoin de venir à la surface. Ils sortent et parfois ils se baladent sur les trottoirs parce qu'ils cherchent un peu un endroit plus sec. Mais les vers à compost, en fait, vous ne les trouverez que dans le compost parce que c'est là qu'ils se reproduisent, c'est là qu'ils mangent. Donc si on va pas les chercher entre guillemets dans le compost, ben, on tombe rarement par erreur sur un compost qui est rempli de vers. Donc Est-ce qu'on peut trouver ces vers à compost naturellement dans la nature, dans la terre quand même ou jamais? oui, vous pourrez en trouver, mais dans des endroits qui sont riches en compost, mais un compost au sens large. Si vous allez dans un Dans un verger, bois voilà, peut-être? dans un bois, si vous allez dans un verger dans lequel les pommes tombent naturellement, qu'elles sont pas récoltées, et Là, on va qu'ensuite en trouver. les feuilles mortes tombent dessus, ben, ça fait en fait un compost de manière naturelle, hein. On n'a rien inventé quand on fait du compostage, on fait jamais que répliquer un processus naturel. Du moment qu'il y a des matières en décomposition, des matières organiques et des matières carbonées, et en fait les vers à compost arriveront naturellement, hein, ils seront là. Tu disais que quand on faisait les composts de jardin et collectifs, hein, je te rappelle les épisodes précédents, bah, les vers, en fait, ils viennent naturellement par le fond du sol. Mais là, ce sont vraiment des lombrics, par contre, ou Beh, pas? en fait, ça dépend. C'est-à-dire que les vers à compost, bah, de nouveau, on l'avait dit, le percolat, donc le jus du compost, il va rayonner dans tout ton jardin. Et c'est lui qui va attirer les Voilà, fameux donc tu vers. peux l'avoir D'accord. sans le savoir, d'autres zones, par exemple en dessous de tes plantes ou en dessous de ton potager, tu peux avoir des zones qui sont déjà quelque part des zones à compost dans lesquelles se trouvent des vers. Du coup, ils vont se déplacer et aller vers ton compost qui sera plus riche, quoi, simplement parce qu'ils le sentent, entre guillemets, ils vont s'approcher. Donc, mais évidemment, si tu commences un compost au milieu d'une étendue où il n'y a rien, ils vont pas venir tout seuls, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes bacs, je vais mettre des déchets alimentaires d'abord, les vers ensuite. Comment ça se met en pratique? Mais avant de commencer, je reviens un petit peu en arrière. J'ai essayé de rassurer déjà un petit peu par rapport aux odeurs en disant: «Le vermicompost ne sent pas, donc il y a pas de souci pour l'avoir à l'intérieur, même dans son salon ou dans sa cuisine, dans sa salle de bain, peu importe». Il y a une autre chose à savoir, c'est que, souvent les gens ont peur des vers et donc ils vont se dire: «Ah oui, mais moi je veux pas les voir, je veux pas les voir». Bon, comme je le disais, déjà en général, les gens ont peur parce qu'ils connaissent pas, mais dès qu'on sort le verre du compost et qu'on le montre un peu dans la main, les gens sont intrigués, ils disent: «Ah OK, et c'est eux qui recyclent nos déchets», du coup ils sont intéressés. Dès qu'on commence à comprendre, forcément, la peur diminue et l'intérêt prend le dessus et ça, c'est super chouette. Il y a un truc hyper important à savoir, c'est que les vers, en fait, fouillent la lumière. Donc, dès qu'on ouvre le couvercle, par exemple, en général, ils sont pas dans le bac du dessus, donc de toute façon, on les voit que rarement. Mais les vers fouillent la lumière. Donc, ils seront toujours cachés et enfouis dans le compost qui est en cours de maturation. Et ils vont jamais sortir, en fait. Donc, ils vont jamais s'échapper pour aller s'encourir dans la cuisine pour rejoindre le jardin. Certainement pas, parce qu'il y a la lumière et donc ils vont pas sortir. Et aussi, ils vont pas sortir tout simplement parce qu'ils ont, si l'équilibre est bon, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre dans le compost. Donc, ils ont de quoi manger, ils vont se reproduire dans les différentes couches. Enfin, ça, Donc c'est. vous n'aurez pas un ver le matin au pied du lit, dans votre, Voilà. matelas ou au bout de votre pied quand vous Ceci réveillez. dit, ça peut arriver, je vais pas vous garantir qu'il y en a jamais un qui va sortir, mais en général, tout comme les odeurs, hein, si vous voyez qu'il y a 2-3 vers qui sortent, le matin, ils sont dans votre cuisine. Moi, ça n'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y a des gens à qui c'est arrivé. C'est le symptôme d'un déséquilibre. Comment est-ce qu'on démarre, le compost? Beh, donc on a idéalement, on s'est procuré la vermicompostière avant d'aller chercher les vers, parce que si on a ces vers et qu'on attend, la livraison, d'aller acheter la compostière, ben ça va prendre un peu de temps. Donc on va empiler les niveaux, donc de nouveau le bac du dessous, c'est le bac un peu entonnoir pour récupérer le percolat qui forcément est vide et ensuite on va Mais là, on va rien empiler, mettre pour voilà, on met commencer. rien du tout et ensuite on va empiler les 3 plateaux, les uns au-dessus des autres et dans le premier bac, on va mettre par exemple, une feuille de journal qui va permettre de servir de «base» entre guillemets et au fur et à mesure, ce journal va se décomposer et ça sera plus nécessaire après. C'est pour pas qu'il y ait des déchets qui tombent directement dans le bac du dessous qui est pour la récupération du jus. La feuille de journal, on a souvent la question, dans les stands aussi, c'est: «Oui, mais, le journal, il est plein d'encre, donc est-ce que c'est pas un peu toxique pour mon compost que je vais après mettre dans mes plantes?» Il faut savoir qu'en Europe, les encres de journaux sont complètement végétales. Donc il faut pas avoir peur, il faut pas se dire: «C'est des encres chimiques». C'est pas comme les encres qu'on achète nous pour notre imprimante, au bureau. Ce sont des encres végétales, donc il faut pas avoir peur, par rapport à ça et le journal, c'est bien parce que c'est du papier qui est déjà recyclé, pas juste parce qu'il est recyclé, mais du coup, il va se décomposer plus facilement parce que c'est un papier qui est entre guillemets «de moins bonne qualité», ce qui nous arrange parce que du coup, il sera recyclé plus vite naturellement par les vers. On va mettre au-dessus de cette, couche, de journal, le compost avec les vers qu'on a été chercher soit via un autre citoyen sur plusdevers.fr, je le répète, soit dans un compost de quartier. On étale un peu ce mélange de compost et de vers et ensuite on peut commencer à mettre ses déchets. C'est important ce que tu dis là, hein. Ça veut dire aussi que dans mon compost, si je peux y mettre du papier journal ou des cartons, c'est pas intelligent d'aller y mettre des feuilles d'imprimante chez soi qu'on a imprimées avec de l'encre chimique.
Oui, voilà, c'est ça, mais bon, de nouveau, tu sais, j'aime bien rester pragmatique et que les gens restent pragmatiques, donc si on a imprimé un petit peu, que c'est une facture et qu'il y a un peu d'encre, on va pas s'offusquer, voilà. C'est Maintenant pas la si c'est fin par du exemple monde. si c'est par exemple une photo qu'on a imprimée, bah oui, là, c'est bourré d'encre, donc là, on va pas le mettre, mais une page «normale» entre guillemets qui a été imprimée avec du texte, voilà, il faut pas trop se faire de Mmh. soucis et en fait, l'idéal, c'est, moi, j'utilise une déchiqueteuse à la maison et comme ça, j'ai mon courrier ou que j'utilise plus ou les trucs qui sont pas importants, je les passe à la déchiqueteuse et du coup, c'est bien parce que sinon, il faut déchirer en petits morceaux, on va jamais mettre une feuille entière, en boule puisqu'il faut essayer de mélanger le plus possible. Donc comme en compost de jardin, comme en compost collectif, 50-50 d'apport de déchets et d'apport de matière brune, de matière sèche. Et la matière brune en vermicompost, on va pas mettre les tailles de haies du jardin, on va pas mettre les feuilles mortes parce que ça va mettre beaucoup trop de temps à se décomposter. Parce qu'à l'extérieur, on est exposé aux éléments et à beaucoup plus d'insectes, etc., qui vont participer à la décomposition. En vermicompost, il y a plus que juste les vers, il y a d'autres choses et on va peut-être en parler un peu plus tard. Mais le fait de mettre du carton qu'on a déchiré en petits morceaux ou du papier qui est déchiqueté va permettre que le vermicompostage fonctionne beaucoup plus vite que le compostage au jardin ou en compost collectif. Et donc on disait au jardin en général, pour que le compost, entre le moment où le déchet est créé, entre guillemets, l'épluchure de légumes, par exemple la peau de banane, qui soit transformée en compost, au jardin, on va dire il faut 3 à 6 mois. En vermicompost, ça peut aller très vite, on va plutôt parler de 4 à 6 semaines, donc ça va vraiment Ah beaucoup oui. plus vite, ça va 4 à 5 fois plus vite. Donc on va plus vite pouvoir récupérer de la matière qu'on va utiliser alors comme compost, comme engrais. Pour résumer, donc on a le bac du bas, feuille de journal. Ensuite, le bac au-dessus, celui du centre. Le journal, ensuite on met le compost avec les vers, toujours dans le premier bac, hein, dans le bac Ah, tout en toujours en dessous. premier, on met le Voilà. compost avec les vers, C'est ça d'accord. et c'est dans ce bac-là qu'on va commencer à alimenter en déchets et en fait, au tout début, on ne va avoir qu'un bac. Donc on va avoir que ce bac-là et les 2 autres bacs vides, ils sont pas utilisés, donc on va les garder sur le côté ou si vous voulez, vous pouvez les mettre au-dessus si ça prend moins de place. Mais surtout, et ce qui est important, c'est de ne pas trop surcharger très vite en déchets parce que ça, c'est souvent, entre guillemets, un peu «l'erreur du débutant», c'est que une fois qu'on a la vermicompostière, une fois qu'on a les vers, on est super enthousiaste, on a envie de commencer et On donc lui on va à court, la limite, on on va lui aller manger sa banane pour pouvoir jeter le déchet pour qu'elle soit compostée. Il faut y aller progressivement parce qu'il faut que les vers s'habituent et surtout le déchet qui est le déchet frais qui vient d'être produit, la peau de banane, il faut en général à peu près 2 semaines pour déjà qu'elle qu'elle noircisse, flétrisse qu'elle un se peu, qu'elle noircisse décompose, pour que les ouais. vers soient capables de la manger parce qu'il faut d'abord que les bactéries travaillent avant que les vers puissent attaquer le déchet. Ce qui veut dire que si on met, déjà plein de déchets, beh, en fait les vers pourront pas l'attaquer avant 2 semaines et là on va commencer déjà à créer Un un déséquilibre et donc des déséquilibre. odeurs. Exactement. Il faut essayer d'éviter ça et idéalement commencer avec des déchets qui sont très souples, par exemple des feuilles de salade, ça sera très vite, digéré, facile à digérer par les vers. De nouveau, si je prends l'exemple de la peau de banane, elle est beaucoup plus compacte, plus Épaisse, solide, plus ouais. épaisse et du coup ça va prendre un peu plus de temps. Donc il faut y aller progressivement et là où on peut être tenté de dire: «OK, maintenant j'ai la vermi, donc je mets tous mes déchets organiques dans la vermicompostière». Sur les premières semaines, sur les 2 premières semaines, 2-3 premières semaines, allons-y progressivement. Et ce que vous pouvez faire éventuellement si vraiment vous voulez aller vers le zéro déchet et que vous dites: «Non, j'utilise plus ma poubelle tout venant pour mettre mes déchets», éventuellement, vous pouvez garder vos déchets dans une boîte et même la congeler et réutiliser ces déchets pour un peu plus tard, si vraiment vous avez envie de composter, de passer du «tout au rien» entre guillemets. Alors une fois que ce premier bac, il est, on va dire presque plein, là, on va venir mettre le deuxième bac au-dessus Exactement, et ouais. on va aussi continuer de remplir dans le dessus. Exactement, donc on continue à faire l'apport 50-50, les Et déchets pareil pour organiques, le voilà troisième. et pareil pour le troisième. Et en fait, donc Puis à un moment donné, tout est plein. au moment où tout est plein, mais en général, si vous êtes entre 1 et 3 personnes, quand vous allez remplir vos bacs, quand vous remplissez le deuxième ou le troisième bac, en général, ça veut dire que le premier bac qui est tout en dessous, lui, est déjà composté, il est prêt à être récolté. Complètement. Voilà. Il est tout noir et vous allez voir, vous allez plus reconnaître aucun déchet, donc il y a plus rien qui est vraiment identifiable. Ça veut dire que le compost est prêt à être récolté, en fait. Par exemple, si vous êtes une personne ou une personne, un enfant ou 2 personnes qui produisent pas beaucoup de déchets, en fait, c'est impossible de remplir les 3 plateaux parce que les vers travaillent tellement bien qu'on remplit pas, en fait, les 3. Mais si vous êtes, par exemple, 3 personnes ou 3 et demi entre guillemets, alors vous arrivez au troisième bac. Une fois que le troisième bac est plein, en général, on regarde le premier et lui est prêt à être récolté et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour récolter? Mais ça, on va peut-être la technique de récolte, on va peut-être en parler dans un épisode suivant pour pas que celui-ci soit trop long. L'idée, c'est le bac qui est plein, on va le retirer et donc tous les bacs descendent d'un niveau, si tu veux. Le bac 2 et 3 descendent d'un niveau. On récolte le compost, on le stocke Et ce et le bac bac vide vide qu'on a redevient le récupéré premier. redevient le premier tout au-dessus, quoi. Alors avec du coup, le bac 2, il y avait plus de journal, tu vas mettre chaque fois une feuille de journal dans chaque Non, en bac? fait, le journal, on va le mettre que, La première quand on fois, démarre parce parce qu'en qu'il y a pas fait, assez de parce qu'on apporte les vers et du compost ou de la matière qui est déjà très compostée, qui est donc déjà assez fine et qui pourrait tomber. Mais en fait, c'est vraiment juste pour le démarrage et ensuite les bacs tournent, mais c'est pas nécessaire de remettre du journal. Et du coup, on disait les bacs sont perforés, ça permet que le liquide circule donc vers le bas, forcément vers l'entonnoir, mais aussi que les vers montent. que les vers montent, que l'air circule. Et donc, en effet, une fois que le compost du bac inférieur est complètement mature, c'est-à-dire qu'en fait, les vers n'ont plus rien à manger, ils vont monter vers le bac du milieu pour aller chercher de la nourriture et pour trouver l'environnement dans lequel ils se trouvent le mieux. On parlera du cycle de reproduction aussi après.
C'est aussi le bac dans lequel ils vont se reproduire, mais parfois c'est un peu entre les 2. Donc dans le bac tout en dessous, on peut aussi retrouver les œufs des vers, mais donc en général, ils se retrouvent la plupart du temps dans le bac du milieu. Dans l'épisode prochain, on va essayer de s'attarder justement à qu'est-ce qu'on peut mettre et ne pas mettre, vu qu'il y a une Oui, particularité ici, c'est qu'on est dans un environnement fermé dans la cuisine avec des verres et un système qui fonctionne différemment par étage, qui a un équilibre beaucoup plus précis à garder. On va parler donc des points que tu as mentionnés ici. et aussi quelles sont les erreurs à éviter et surtout quand il se passe quelque chose, quand il y a un déséquilibre, Comment comment est-ce qu'on peut réagir? savoir et ce qui se passe et comment réagir exactement. Et ça, ce sera dans un prochain épisode, donc suite de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Vous savez que vous pouvez nous rejoindre au micro si vous avez aussi envie de partager vos initiatives citoyennes positives pour l'environnement et la transition. Il suffit de me contacter par un petit mail. Et si vous avez envie de nous soutenir, il y a 2 choses très simples que vous pouvez faire. La première et la plus riche pour nous, c'est de nous faire un like, un partage ou un commentaire sous ce podcast. C'est la plus belle récompense que vous puissiez nous faire. Et puis si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vu qu'on s'est constitué en ASBL, vous pouvez faire une donation. Ça nous aide à continuer et à garder un équilibre dans la quantité de production sur les podcasts. Mille merci, à très bientôt et Didier, ben, on se retrouve À bientôt. très vite, hein.